Bonsoir et bienvenue à vous en direct sur Public Sénat. Voici les titres du 22h ce soir. Le difficile parcours de la réforme des retraites au Sénat a commencé avec le rejet du texte en commission. Ce n'est pas une surprise, mais c'est un avant-goût des jours délicats qui attendent le gouvernement au Palais du Luxembourg. Les détails dans ce journal. Réformer en profondeur le droit d'asile, Manuel Valls veut accélérer ce projet, promesse de campagne de François Hollande. Le ministre de l'Intérieur souhaite réduire les délais de réponse aux demandeurs d'asile. Il s'agit aussi de tenter de reprendre la main après le séisme Leonarda. On en parle avec notre club d'éditorialistes du mercredi soir. Moins d'austérité pour plus de croissance. L'OFCE met en garde les pays de la zone euro contre tout excès de rigueur budgétaire qui pourrait freiner la croissance et cesser toute reprise. Notre invité nous dira ce qu'il en pense, l'ancien ministre du budget Alain Lambert, auteur de Déficit public, la démocratie en danger. Et puis Samia Ghali dit oui à Patrick Mennucci, mais sous certaines conditions. La sénatrice propose de se rallier au vainqueur des primaires si et seulement si il obtient la garantie du gouvernement sur les moyens financiers à Marseille. En attendant les premiers sondages, place Patrick Mennucci et Jean-Claude Gaudin au coude à coude au second tour des municipales. Voilà pour le programme de votre 22h. Merci d'être en notre compagnie. Et on prend tout de suite la direction de la Tunisie, où des milliers d'opposants aux islamistes d'Ennahda sont descendus dans la rue aujourd'hui pour exiger le départ du Premier ministre, conformément aux discussions entamées avec les différents partis. Et il y a quelques instants, le chef du gouvernement, Ali Larayed, s'est engagé à quitter son poste sur le principe. Depuis plusieurs semaines, les tensions se multiplient dans le pays et les attaques contre la police. 6 gendarmes ont été tués dans la journée lors d'affrontements avec un groupe armé extrémiste dans la ville de Sidi Bouzid. Retour en France et après le séisme Leonarda, le gouvernement veut reprendre la main. La réforme du droit d'asile qui était dans les tuyaux du gouvernement revient sur la table plus vite que prévu. Pressé de clore le dossier qui empoisonne le gouvernement depuis une semaine, le ministre de l'Intérieur a confirmé son intention de présenter rapidement une réforme en profondeur du droit d'asile. On voit tout cela avec Marie Brémaud. Réformer en profondeur le droit d'asile, c'est la volonté du ministre de l'Intérieur avec un objectif clairement affiché. Accélérer les délais de gestion du droit d'asile, qui est un droit, comme vous le savez, constitutionnel, un droit fondamental qui ne peut pas être confondu avec les politiques d'immigration. Pour ce faire, depuis plusieurs mois, parlementaires, administrations et associations se retrouvent régulièrement pour évoquer les scénarios de la réforme. Aujourd'hui, nous sommes à 16 mois en moyenne pour l'instruction d'un dossier. C'est trop long. Bon, très bien, on peut ramener tout cela à 9 mois. Mais, encore une fois, il faut des moyens. Des moyens pour faire face aux 61 000 demandes d'asile, un chiffre qui ne cesse de progresser. Et surtout, plus il y a effectivement un embouteillage aussi et une incapacité d'accompagner correctement les demandeurs d'asile, qui font qu'aujourd'hui, lorsque nous devons accompagner même des réfugiés syriens, nous avons des difficultés à les accueillir et à pouvoir en tout cas les héberger et les prendre en considération rapidement parce que tout le système est embolisé par des personnes qui sont aujourd'hui déboutées du droit d'asile. 80% des demandeurs d'asile sont déboutés et restent pour la plupart sur le territoire français. Dans certains départements, la situation est critique. Dans le Rhône, par exemple, chaque jour, 2900 demandeurs d'asile sont hébergés. C'est 1000 personnes de plus qu'il y a un an. Ce n'est pas une surprise, mais c'est révélateur du parcours difficile qui attend la réforme des retraites au Sénat. Le texte du gouvernement a été rejeté en commission des affaires sociales aujourd'hui. Il reviendra donc en séance publique lundi prochain et il est fort à parier que son examen ne ressemblera pas à un long fleuve tranquille. Les détails avec Nathalie Guilloire. Matinée tendue à l'examen du texte des retraites en commission des affaires sociales. Il y a urgence chez les socialistes qui voient un à un les principaux articles rejetés, faute d'une majorité forte à gauche au Sénat. On va avoir un truc complètement stupide sinon. Une réunion entre socialistes s'improvise à quelques minutes du vote. Il faut compter et recompter les voix.
Au final, seuls 4 articles sur les 52 du texte de la Commission des affaires sociales sont retenus. Le texte est rejeté. La gauche dans son ensemble a voté contre pour des raisons différentes, mais pour ce qui me concerne, moi en tant que rapporteur, j'ai voté contre ce texte parce qu'il n'y avait plus les articles qui font le corps du texte du projet de loi, et je préfère qu'on reparte dans la discussion publique du texte de l'Assemblée nationale plutôt que du texte amputé de la Commission des affaires sociales. Retour à la case départ donc pour le projet de réforme des retraites du gouvernement. Le groupe UMP parle d'un éclatement de la majorité présidentielle. L'ensemble du texte a été démonté et n'a pas été voté par une grande majorité des sénateurs. Dans tous les camps, chacun a son argument. On ne pouvait pas voter bien évidemment le texte qui restait puisqu'il contenait l'article 2 avec l'augmentation de la durée de cotisation et par conséquent un des points durs, des noyaux durs du projet. La discussion du projet de loi aura bien lieu le 28 octobre au Sénat, mais à partir du texte adopté par l'Assemblée nationale. Comment lutter contre l'habitat indigne? La question est au cœur du projet de loi Duflot sur le logement en examen au Sénat. Il y a bien des lois déjà existantes, mais les logements insalubres restent très nombreux. Regardons ensemble ce reportage. Notre journaliste Cécile Sixou qui a suivi le service hygiène de la mairie de Saint-Ouen en Seine-Saint-Denis. Vous avez demandé des travaux à votre propriétaire? Oui, j'ai demandé, bon, il ne fait pas. Vivre à 5 dans un logement humide de 40 mètres carrés pour 720 € par mois, cette mère de famille n'en peut plus. Du coup, elle a poussé la porte du service d'hygiène de Saint-Ouen. Ici, on accueille et on aide les locataires qui vivent dans des conditions indécentes. On travaille sur la base de plaintes en majorité des locataires qui doivent avoir d'abord demandé les travaux à leur propriétaire, bien sûr. Et si le propriétaire ne fait pas les travaux, ils viennent nous voir et nous, on va voir sur place. Aller sur le terrain, c'est le quotidien de Nathalie Péral et Ghislaine Zahraoui. Cet après-midi, elles ont rendez-vous avec un locataire. Depuis plus d'1 an, le propriétaire refuse de rénover son appartement, devenu insalubre après une fuite. Voilà, donc on voit bien, c'était bien parti, on voit bien qu'il y a de l'eau en haut là. Des champignons sur les murs, des rats, de la moisissure, c'est 21 mètres carrés pour 510 € par mois. Le locataire n'en peut plus. Je ne peux pas rester dans ce logement vu qu'il y a l'hiver qui arrive, c'est impossible. Avant de retrouver un logement décent, pourtant, il devra encore attendre le rapport du service d'hygiène, puis un passage en commission, des procédures qui pourraient changer avec la loi Duflot. On aura plus de pouvoir, il pourra avoir des astreintes en tant que les travaux ne sont pas faits, ce genre de choses, ce qu'on ne pouvait pas avoir avant. Pour éviter de passer l'hiver dans ces conditions, le locataire attend tout de même une réponse de logement social. Et puis dans l'actualité économique à présent, cette phrase « moins d'austérité pour plus de croissance », non, ce n'est pas la gauche de la gauche qui l'exige, mais l'OFCE, l'Observatoire français des conjonctures économiques. Il met en garde les pays de la zone euro contre tout excès de rigueur budgétaire qui pourrait anesthésier toute reprise, et l'avertissement vaut pour la France. On voit tout cela avec Florence Gando. 2014, une année sous le signe de la croissance française. L'OFCE en effet table sur une croissance supérieure à 1%. Plus optimiste que le gouvernement, l'organisme de recherche économique ne prévoit cependant pas l'inversion de la courbe du chômage. La France pourtant devrait bel et bien renouer avec la croissance. 0,2% de son produit intérieur brut pour cette année, puis 1,3% l'an prochain. On a terminé avec les chiffres négatifs de croissance. On renoue avec une croissance positive. Pour autant, ce n'est pas une reprise. Une croissance donc, mais une croissance encore trop fragile pour améliorer le marché de l'emploi. Le chômage devrait même s'établir à 11,4% d'ici à la fin de l'année 2014. La faute à une politique d'austérité budgétaire jugée trop sévère selon l'Institut. Ce rapport sonne comme un avertissement alors que le gouvernement présente son budget 2014 au Parlement. Et invité du 22h, l'ancien ministre du budget sous le gouvernement Raffarin et auteur du livre Déficit public, la démocratie en danger. Alain Lambert, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue à vous. D'abord, je voulais vous faire réagir à ces nouvelles préconisations de l'OFCE qui met en garde les pays de la zone euro affirmant que le désendettement, c'est bien, mais les sacrifices budgétaires, c'est suicidaire, ça nous prive de croissance.
J'ai entendu dans le commentaire que c'était pas la gauche de la gauche. L'OFCE, c'est la gauche de la gauche. Ah oui. C'est l'affirmation que la dépense équivaut à la croissance. Et la dépense est la plus élevée du monde et la croissance est la plus faible. Donc cette équivalence est fausse. Je pense que l'OFCE, sous des couverts scientifiques, nous raconte des fariboles. L'organisme estime, c'est pas la gauche à gauche, c'est un organisme avec différents scientifiques et différentes sensibilités. Il estime que la reprise en France est bridée par l'austérité. On aurait été amputé, écoutez bien, de 2,4 points de PIB d'activité cette année. Est-ce que le gouvernement se met trop la pression? Je pense qu'il y a 3% de PIB qui tiennent à la complexité de la France, qu'il suffit de lever par la volonté des administrations françaises. Et que l'atonie de la croissance française est un choix inconscient des administrations françaises. Il faudrait donc un choc de simplification, ce qu'a dit le président Hollande, pour ces administrations. Il faudrait que les administrations obéissent au président. Ce n'est pas encore le cas. Ça serait un progrès pour la démocratie. Elles n'ont pas obéi à ce président ni au précédent d'ailleurs. Elles n'obéissent à aucun gouvernement, à aucun président. Alors dans votre livre, Alain Lambert, vous dites « Attention, on danse sur un volcan compte tenu de la situation de nos finances publiques. Mais pourtant, dans les faits, et dites-moi si je me trompe, on est protégé par les marchés financiers. On emprunte à un taux qui est très faible. Il n'y a pas de signaux d'alerte. Pourquoi vous nous faites peur ?» Alors, je ne veux pas faire peur, je voudrais simplement que les Français soient des citoyens responsables et non pas des sujets d'une majesté qui, tout d'un coup, serait issue d'une présidence au suffrage universel qui était à l'origine de 7 ans, qui est devenu de 5 ans, avec un Parlement qui obéit et qui est composé dans sa majorité de godillots, qu'ils soient de gauche ou de droite, et ça devient des majorités ça va faire comme... plaisir aux sénateurs aussi, oui. Non, mais les sénateurs sont élus différemment. Ah. Ils ne sont pas élus dans le mois et demi qui suit l'élection présidentielle. Mais je voudrais attirer votre attention et attirer surtout l'attention de nos téléspectateurs, c'est que on vote pour un président de la République, et dans le mois et demi qui suit, on vote pour une majorité et on entend que si on ne vote pas pour une majorité qui soutient le président, nous avons voté pour rien. Ce qui veut dire que nous n'avons plus d'équilibre des pouvoirs. Donc vous voulez remettre en cause l'élection au suffrage? C'est bien universel. Ça? Universel. Et je voudrais au moins dans un premier temps que nous renforcions les pouvoirs du Premier ministre. Parce qu'il ne vous aura pas échappé que la montée en puissance, on pourrait dire la monarchisation de la présidence de la République française, a eu comme accompagnement l'affaiblissement de la fonction du Premier ministre. Voilà pour la fonction du président et du Premier ministre, mais je reviens à ma question et à l'économie. Est-ce que vous ne nous faites pas peur alors que, je le répète, les marchés financiers, eh bien, on est protégé, il n'y a pas de signaux d'alerte? Alors nous avons un paratonnerre formidable qui s'appelle l'euro, que nous critiquons d'ailleurs, mais qui est néanmoins un paratonnerre formidable parce que le taux d'intérêt qui nous est facturé est celui de l'Allemagne, laquelle Allemagne a fait toutes les réformes structurelles que vous connaissez. Et donc nous bénéficions de ce paratonnerre, sauf que l'Allemagne nous offre une métaphore qui est très importante, c'est que nous pensions que l'Allemagne était divisée en deux et que le mur de Berlin ne s'écroulerait jamais. S'écroulerait, jamais. Et il a suffi d'une nuit pour qu'il en soit ainsi. Et le jour où le mur de Berlin qui protège sur le plan des taux d'intérêt la France s'écroulera, alors la France ne pourra plus faire face à ses engagements. Vous dites, donc vous tirez la sonnette d'alarme, d'accord, mais s'il ne se passe rien, si ce sursaut que vous appelez de vos voeux ne vient pas, quel est le risque? Est-ce que comme la Grèce, la Troïka va venir prendre en main les affaires de la France? C'est ce qui s'est passé sous la 4e République. On a pensé que c'était les parachutistes d'Alger qui avaient changé la République. Dans la réalité, le FMI venait au secours de la France. Nous ne sommes pas dans cette situation. Et mon livre est un livre d'espoir. Et c'est totalement un livre d'espoir. Il est quand même alarmiste. Il ne dépend que des Français. Il y a un tableau sombre, Alain Lambert. Il ne dépend que des Français. Est-ce que les Français veulent être assis à l'arrière d'une voiture en laissant conduire n'importe comment, dans n'importe quelles conditions, ou est-ce qu'ils souhaitent prendre le volant de leur voiture? Certes, mais ce n'est pas les Français qui votent, qui décident du budget et qui limitent ou pas l'endettement. C'est quand même les politiques, c'est de votre responsabilité, droite et gauche. Vous reconnaissez. Pourquoi commentez-vous, par exemple, le vote du budget qui n'a strictement aucun sens? C'est l'actualité. Oui, parce que précisément, je trouve que vous êtes de très 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 bons porte-parole de la classe politique, qu'elle soit de gauche ou de droite. C'est-à-dire que
Le budget, le vote du budget, c'est une sorte de récréation annuelle, c'est une sorte, si vous voulez, de cérémonie un peu symbolique. Vous ne reprochiez pas de le commenter quand vous étiez ministre du budget et que vous faisiez ce projet de loi des finances. Je vous disais d'ailleurs à l'époque que moi je voudrais le budget de la France et pas le budget de l'État. Le budget de l'État, c'est 35% des finances de la France. Et avec 35% de votre compte en banque, on ne résout pas le problème du ménage que vous formez. Ça, je vous le garantis, c'est sûr. Mais je reviens sur le budget, puisque vous en parlerez sûrement mieux que les médias et que nous. Le gouvernement défend becs et ongles son budget, affirmant que c'est un budget de croissance pour l'emploi. Vous, qui avez été l'artisan de nombreux projets de loi de finances, comment jugez-vous celui-ci? C'est quand même la colonne vertébrale, l'architecture d'une politique, un budget. Non, nous sommes dans une situation où le budget est un budget de reconduction par rapport aux engagements antérieurs. Les gouvernements qui se succèdent les uns après les autres ne peuvent qu'entériner les décisions précédentes. Il ne vous aura pas échappé d'ailleurs qu'il y a des lois de programmation. Et si nous changeons les lois de programmation, ça veut dire à nos partenaires européens que nous changeons de politique. Et donc, en conséquence, vous lisez le projet de loi de finances, il vous explique la différence entre la loi de programmation et ce qu'il propose. Disons aux Français que ce qui se passe actuellement sur la discussion du budget est un amusement, mais dans les pays démocratiques, les vrais pays démocratiques... Les vrais, c'est-à-dire, nous ne serions pas un vrai pays démocratique? Vous avez par exemple les États-Unis et l'Angleterre, et je ne suis pas du tout supporter du droit anglo-saxon. Mais la discussion budgétaire dure 3 jours, et la discussion sur les comptes clôturé dure 3 mois. Donc c'est une mascarade quand on parle du budget dans l'hémicycle de la République. La loi du règlement, la loi des comptes clôturés doit faire l'objet d'un débat de 3 mois et la loi d'autorisation doit durer seulement 3 jours. Bercy, c'est peut-être plus sérieux que le budget, c'est un lieu particulier, c'est un ministère particulier qu'il faut incarner, vous le savez bien. D'ailleurs, vous l'avez incarné avec une orthodoxie budgétaire constante. Quel regard vous portez sur le travail de vos successeurs, notamment sur le ministre Bernard Cazeneuve ? Le ministre est extrêmement sérieux à titre personnel. Je pense que c'est une personne de qualité et ça compte pour l'équilibre du système. Il arrive à une période, l'une des plus difficiles qui soit. Et ce que je lui souhaite, c'est qu'il tienne, quelles que soient les instructions qu'il recevra, qu'il tienne surtout la dépense, parce que ce n'est pas dans la recette et dans l'impôt qu'il trouvera la solution. La dépense, Jean-Marc Ayrault dit que l'effort est historique. Jamais il n'y a eu autant de dépenses maîtrisées et baissées, c'est le cas ? Ça vous fait sourire déjà. Oui, parce qu'on dépense plus que l'année dernière. Et à chaque fois qu'on vous explique qu'on réduit les dépenses, on les réduit par rapport à un tendanciel de dépenses. Moi, je regarde comme dans mon propre compte en banque ce que j'ai dépensé en 2012 et je voudrais bien qu'en 2013, ne pas dépenser davantage. Si vous proposez ce challenge au gouvernement, il ne pourra pas l'accepter. Je reviens au poste de ministre du budget, c'est un poste délicat où il faut savoir résister. Vous disiez de cette fonction, rendez-vous compte, il y a 29 ministres qui veulent dépenser et un seul qui dit non. Vous avez su dire non? Oui. J'étais bête et méchant et je disais non systématiquement. Je voulais terminer notre entretien et vous parler d'un mariage. Ça vous surprend? Un mariage à venir et peut-être vous demander si vous serez de la fête à l'occasion du rapprochement entre l'UDI de Jean-Louis Borloo et le MoDem de François Bayrou. La chapelle centriste, vous l'avez connue, fréquentée, aimée peut-être? Je l'ai aimée. Et aujourd'hui... C'est un amour passé alors? Non, je l'ai aimée et je l'aime encore. Oui. Et je pense qu'aujourd'hui, elle ne doit pas penser à elle, mais à la France. La France a besoin d'elle. Et est-ce qu'elle pense à la France, justement, avec ce rapprochement entre les deux hommes? Oubliez-vous que vous soyez Borloo ou Bayrou et pensez à la France. Vous avez quand même dit, je vous cite, la réconciliation du MoDem et de l'UDI peut faire basculer l'histoire de la Ve République. C'est sérieux? C'est très sérieux parce qu'actuellement, la Ve République balance entre l'UMP et le PS et même le Front National s'en empare pour dire vous ne pouvez pas rester otage de 2 partis, alors que Borloo et Bayrou relèvent le défi que Marine Le Pen leur a lancé. Donc pour vous, l'issue, le secours, ça peut être ce nouveau centre alors? L'équilibre. L'équilibre, on verra ça. Merci beaucoup Alain Lambert d'avoir été notre invité. Je rappelle votre livre, Déficit public, la démocratie en danger. Juste une question, vous êtes venu avec votre iPad, vous êtes en train de tweeter là pendant notre entretien? Parce que je sais que vous adorez ça. Vous m'avez interdit de le faire au début de Je ne vous ai pas interdit, je vous ai dit restez concentré sur notre entretien. Qu'allez-vous tweeter? Bonne émission. Merci à vous, merci d'avoir été notre invité. La suite du 22h dans un instant. Le club d'éditorialistes du mercredi soir. Mais d'abord, tout ce qui vous a échappé dans le reste de l'actualité, c'est le tour de l'info. Il est signé ce soir, Marie Lebon.
L'issue pourrait être moins dramatique que prévu pour les salariés de l'usine Goodyear d'Amiens Nord. C'est après une réunion de 2 heures à Bercy avec le ministre du redressement productif que la CGT, jusque-là réservée, s'est dit prête à changer de braquet. Nous allons tout faire pour qu'il y ait une issue favorable pour l'ensemble du personnel. Le responsable syndical de l'usine confirme pour la première fois les dires d'Arnaud Montebourg. Les discussions sont en cours entre le gouvernement et le groupe Titan. Un retour surprise de Titan annoncé depuis lundi par le ministre, alors qu'il y a quelques mois, le PDG du groupe pneumatique avait eu des mots très durs à l'encontre des salariés d'Amiens Nord. Hostile à la taxation des revenus à hauteur de 75%, les représentants du foot français seront reçus par François Hollande jeudi prochain. Mais le match s'annonce serré. La Ligue professionnelle et les syndicats ont déjà annoncé qu'ils ne participeraient plus à la commission mise en place par la ministre des Sports. La France attend des engagements et des réponses. Les engagements ont été donnés, maintenant nous attendons des actes concrets. Tout comme son Premier ministre, et pour, je cite, y voir plus clair dans l'affaire des écoutes, François Hollande demande une coopération entre les services de renseignement français et américains. Pointé du doigt, l'Agence nationale de sécurité américaine aurait effectué plus de 70 millions d'enregistrements téléphoniques en France entre décembre 2012 et janvier 2013. Alors, au nom du respect des libertés individuelles, mais aussi de la lutte contre le terrorisme, François Hollande devrait aborder ce sujet en fin de semaine à Bruxelles. D'autant que l'affaire pourrait prendre de l'ampleur. Selon l'Allemagne, le portable de la chancelière serait sur écoute. Une information démentie par la Maison-Blanche. Alors qu'hier, elle affirmait ne rien avoir à dire à son ancien rival, Samia Ghali, éliminée dimanche soir de la primaire marseillaise, propose un accord sous condition à Patrick Mennucci. La sénatrice demande au gouvernement un engagement sur les moyens financiers consacrés à la ville de Marseille. En matière de transport, elle souhaite également que la future majorité marseillaise mette tout en œuvre pour réduire la fracture entre le quartier nord et les quartiers sud de la cité phocéenne. 3 mois après sa première apparition à la sortie de la maternité, George Alexander Louis se trouve à nouveau à la une de tous les médias. 21 invités autour de la reine Elisabeth pour une cérémonie intime célébrée dans la chapelle royale du palais Saint James, en hommage à la princesse Diana qui y reposa avant ses obsèques, une première qui rompt avec la tradition. Deux thèmes au menu de notre club d'éditorialistes ce soir. D'abord, où en est-on de la promesse de François Hollande d'inversion de la courbe du chômage? On arrive bientôt à la fin de l'année. L'enjeu économique et social est majeur, mais aussi l'enjeu politique, bien sûr. Le président mise sur ces résultats pour contrer la montée du Front National. Analyse dans un instant. Et autre sujet ce soir, l'immigration au cœur des débats. Avec à droite la proposition polémique de Jean-François Copé de revoir le droit du sol. Et au gouvernement, c'est Manuel Valls qui s'attelle à la réforme du droit d'asile. On en parle avec nos invités ce soir, le cofondateur et directeur du site Atlantico, Jean-Sébastien Ferjot, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue. Le directeur de la rédaction du Nouvel Observateur nous accompagne, Claude Veil, bonsoir. Bonsoir Sonia. Bienvenue. Notre chroniqueur économique Jean-Louis Combeau est là. Bonsoir Sonia. Bonsoir Jean-Louis. Et la bouffée d'oxygène de ce journal, notre dessinateur Hervé Baudry. Bonsoir Hervé. Bonsoir Sonia. Vous allez bien? Bonsoir à tous. On démarre les résultats du gouvernement Jean-Louis Combeau. Alors que les chiffres du chômage du mois de septembre seront publiés ce jeudi, le ministre du Travail Michel Sapin a pris les devants en admettant que les chiffres ne seront pas bons. Alors lui, il évoque un effet faussement négatif après le bug de SFR. C'est le cas? Les chiffres ne seront pas bons, effectivement. C'est le cas pour deux raisons. Pour ce que vient de dire le ministre, des raisons qu'on pourrait appeler techniques, et puis aussi quand même pour des raisons économiques. La raison technique, bon, elle est connue depuis un mois maintenant, puisque dans les derniers chiffres du mois d'août, il y avait 170 000 radiations, qui ne se justifiait absolument pas, sauf que SFR avait oublié d'envoyer un SMS à 170 000 inscrits à Pôle emploi et qui donc ne sont pas présentés, donc c'est une sortie. Et au bout du compte, on a recalculé les affaires, il n'y avait pas moins 50 000 de chômeurs, mais moins 20 000. Quand le chiffre de moins 50 000 est sorti,
Le ministre Sapin a été très prudent, il a dit « oulala, il faut voir ça de très près ». Et puis quand on a rectifié, on dit « moins 20 000 », il s'en est félicité. Et je pense qu'il a eu tort, parce que moins 20 000, c'était pas possible non plus. Parce que c'est extraordinaire, le mois précédent, on avait eu plus 14 000, là on a brusquement moins 20 000, il y a quelque chose qui n'allait pas, toujours pas. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Et qu'est-ce qui s'est sans doute passé pour le mois de septembre? C'est que beaucoup de ces gens qui avaient été radiés se sont évidemment immédiatement réinscrits, et ça va être au détriment des chiffres qui viennent. Ensuite, il y a un deuxième aspect qui est un aspect, lui, purement économique. Ce sont des chiffres de septembre. Or, nous savons, l'INSEE prévoit que pour le 3e trimestre, la croissance sera 0. Donc, on ne peut pas baisser le taux de le chômage avec 0% de croissance. Ces chiffres sont cohérents, donc, malheureusement. Il y a une logique là-dedans, et les chiffres, demain, effectivement, ne peuvent pas être Ces chiffres sont déjà connus à l'avance aux États-Unis, hein, Hervé Vaudry. Oui, à la NSA, qui connaissait déjà les chiffres pas terribles. Claude Veil, les mauvais chiffres tombent toujours mal, par définition, mais là, le contexte social est extrêmement tendu sur plusieurs sites, notamment en Bretagne. La Bretagne, à son tour, est rattrapée par la question de la compétitivité, parce qu'on en a parlé beaucoup à propos de l'industrie, mais là, en l'occurrence, il s'agit de l'industrie agroalimentaire. Et dans l'industrie agroalimentaire, il y a l'industrie qui est une des principales ressources de la région, qui n'est pas une des régions les plus déshéritées de France. C'est la 3e, je crois, en PIB par habitant. Je voudrais faire une remarque sur le chômage. Le chômage est un drame humain. Et le taux de chômage est un paramètre politique et social et humain très important. Mais j'ai toujours pensé que le chiffre le plus important, c'est le taux d'emploi. C'est pas le taux de chômage. Le taux de chômage est un solde. C'est la différence entre le nombre de gens qui voudraient bosser et ceux qui bossent. Mais on ne parle pas assez du taux de personnes employées. Oui. Or, malheureusement, je n'en ai pas les chiffres du 3e trimestre, mais au 2e trimestre, le taux d'emploi dans le secteur marchand a baissé. Et ça, c'est le vrai fléau français, il est là, c'est que notre économie ne produit pas d'emploi. Jean-Sébastien Ferjou, il y a, Claude Veil l'a rappelé, l'enjeu économique et social et l'enjeu politique. Au lendemain de la victoire du Front National à Brignoles, le président avait indiqué que la réponse à la montée justement du vote contestataire, ce sont les résultats. Est-ce que c'est vraiment un rempart anti-Front National si ces résultats arrivent ? Mais non, je pense qu'ils se trompent parce que je pense que ça fait bien longtemps que les Français ont enregistré l'idée que ni ce gouvernement ni les autres ne sont réellement capables de modifier, en tout cas à univers égal, avec les règles européennes telles qu'elles existent, avec les règles du libre-échange telles qu'elles existent, ne sont capables d'avoir un impact profond sur les créations d'emplois en France. Donc je pense qu'ils se disent que si la recette miracle existait, on l'aurait déjà trouvée. Donc je ne crois pas que, bien sûr que si on se projette en 2017 et que d'ici là la croissance est revenue, mais c'est la vraie question, c'est la croissance. Et malgré tout, sur les chiffres du chômage, il y a le taux d'emploi qui est intéressant, mais dans les chiffres du chômage, il y a aussi autre chose qui est très intéressant, c'est le taux de chômeurs de longue durée. Parce qu'effectivement, il y a un différentiel des gens qui perdent leur emploi quand on retrouve un autre. Et malheureusement, encore une fois, la France est très mauvaise là-dessus. Et quand on compare avec d'autres pays européens notamment, les pays où il y a le plus de protection sur les contrats, comme sur le CDI en France, sont aussi les pays qui ont les taux de chômeurs de longue durée les plus élevés. Parce que malheureusement, on fonctionne sur un système qui protège beaucoup les gens qui sont déjà protégés et qui exclut du coup à tour de bras les autres. Et malheureusement, quand on perd son emploi en France, c'est un drame humain réellement parce qu'on a peu d'espoir de retrouver quelque chose rapidement. Oui, les chômeurs de longue durée, Jean-Luc Gombault, c'est un révélateur important, c'est un indicateur qui... Oui. Les deux interventions se complètent. Évidemment, les gens restent de plus en plus au chômage parce qu'on ne crée pas d'emploi. Donc une fois que vous y êtes rentré, vous ne pouvez plus en sortir. C'est un indicateur important sur la rigidité de la conjoncture. Et c'est pour ça, le fait qu'il y ait de plus en plus de chômeurs de longue durée nous amène à nous interroger sur la réalité de cette fameuse reprise qu'on nous annonce comme présente. C'est-à-dire, non seulement on nous dit pas... Elle est là. Voilà, on nous dit pas... La reprise est là, on attend la confiance. C'est rhétorique comme question, parce qu'elle est fantôme, la reprise. Non, ce qui m'étonne le plus dans cette histoire, c'est même M. Sapin, ce matin, reconfirmer sa baisse du chômage à la fin 2013. Et quelque part, je me dis, mais
je manque de connaissances économiques, je ne vois pas. Non, on finit par se poser la question. Il y a quelque chose qu'on ne sait pas. Un chiffre très simple, juste Sonia, là-dessus, c'est qu'on sait que l'économie française ne crée pas d'emplois à moins de 1,6% de croissance, pour une raison qui est assez facile à comprendre, c'est qu'à la fois, il y a un accroissement de la population active chaque année, donc il faut créer des emplois pour les gens qui n'étaient pas là l'année précédente, et en plus de ça, il y a une hausse de la productivité de l'économie française, donc à moins de 1,6% ça, c'est un raisonnement de croissance. Carré. On ne crée pas d'emplois. Non, mais c'est parce que parfois ça paraît l'économie quand on n'est pas initié, ça paraît un peu mystérieux. Sauf des emplois aidés d'ailleurs. On peut créer des emplois aidés. Effectivement, mais qui ont un coût tel qu'on ne sait pas ce qui coûte le plus cher, indemniser le chômage. Vous critiquez beaucoup la promesse d'inversion de la courbe du chômage, mais quand même au départ c'était une bonne idée. Cette promesse, ça permet de montrer le chemin, de parler de demain pour nimber de brume les difficultés d'aujourd'hui. C'est une habileté hollandaise. Claude Weil. De promettre l'inversion de la courbe du chômage. C'est un cap. Vous auriez préféré qu'il pronostiquât l'aggravation du chômage et la perte de l'emploi? Non, le président de la République pense, et il a raison, qu'il est de son devoir de créer aussi les conditions psychologiques de la croissance. On sait que ces éléments immatériels font partie du contexte. C'est qu'un pays qui déprime, et il déprime déjà suffisamment, c'est pas la peine d'en rajouter, un pays qui déprime, qui ne croit pas en son avenir, donc n'investit pas, les consommateurs consomment pas, etc. Oui, mais il y a quand même un risque politique. Donc Hollande, c'est vrai, a une certaine tendance à jouer les docteurs, tant mieux. Mais bon... non, mais qui veuille effectivement entretenir la confiance ou dire que le politique a encore des moyens, c'est cohérent dans sa position. Qu'après on nous tienne des discours qui quand même relèvent de... il y a une déconnexion telle avec la réalité de l'économie. Pour une raison simple, c'est que la politique qu'il a entamée, évidemment, si elle porte des fruits, ça mettra du temps. Mais Claude nous avait dit dans un an, en septembre dernier, il nous avait dit dans un an, septembre-là, il nous a dit d'ici la fin de l'année, on voit bien sur le fond de la sur le fond, la politique de l'offre, c'est-à-dire de rétablir les comptes des entreprises, les marges des entreprises, pour recréer de la compétitivité qui n'a cessé d'être érodée, vous le savez bien, depuis 10 à 15 ans. Sur le fond, cette politique-là ne portera pas de fruits avant 2, 3, 4 ans. Donc il est bien obligé de donner obligé de donner des objectifs intermédiaires, sinon c'est désespérant. On ne pouvait pas dire aux gens comme juste une parenthèse parce que je fais ça, mais je vous préviens, ça Claude Weil, regardez, Hervé Baudry, il a calculé le nombre de jours restants. Je n'ose même pas commenter votre dessin. Mauvais élève ce soir. Vous avez osé. On peut croire à la baisse du chômage. Commentez votre dessin, mais si, allez-y. On peut y croire. Eh bien, on va enchaîner. Jean-Sébastien Ferjou. Vous y répondre. Moi, je pense que malgré tout, le risque politique, il est énorme à tenir des discours déconnectés de la réalité. Parce que, quel que soit... Au contraire, je pense qu'il faut savoir parfois, et y compris une fois qu'on est élu, parce que là, François Hollande, on peut comprendre à l'ennemi, toutes les campagnes électorales mènent à une forme de, si ce n'est de démagogie, ou en tout cas de rêve, pour le prendre de manière positive. Une fois qu'il est élu, il avait tous les pouvoirs. Il a la majorité à l'Assemblée nationale, il a la majorité aussi. Tous les pouvoirs sont mais dans ce cas-là, il n'a qu'à renoncer à son rôle, parce que si on dit que les politiques ne peuvent plus du tout changer... Vous voyez bien comme c'est difficile. À l'Assemblée nationale, 17 députés socialistes sont abstenus. Ici, ça n'a pas passé. Le Sénat a carrément voté contre. Pour faire une politique, il faut avoir une majorité. Le problème de Hollande, c'est qu'il a un diagnostic sur la société française, mais je ne suis pas tout à fait sûr que la majorité politique sur laquelle il s'appuie, soit en phase avec ses objectifs. Malheureusement, je pense qu'il a surtout un mauvais diagnostic sur l'état réel de l'économie française, et il a un peu trop tendance à croire ce qui s'enseignait à une époque, mais la théorie économique a évolué. Non, il a tendance à croire que... Mais je ne parle pas du keynésianisme, je vous parle des cycles. Et à croire, la théorie du quinquennat inversé, elle est construite là-dessus. Le programme économique du PS a été construit là-dessus, sur la croyance. Mais c'est au-delà de ça, de dire, après une récession, survient toujours la reprise. Et c'est vrai si on raisonne sur le très long terme, mais ça n'est pas vrai. On se trompe sur la nature de la crise actuelle. Il a varié sur l'effet de l'assainissement des finances publiques. Et d'où le livre d'Alain Lambert, Déficit public, la démocratie en danger. Qui ne produit pas... Qui n'a pas produit jusqu'à présent les effets qu'on en a escomptés. L'arbitre ce soir, Jean-Louis Gombault. Non, je replace le débat sur la question politique. C'est un risque énorme. Alors, s'il le gagne, chapeau, bravo, on applaudira tous, c'est formidable. D'ailleurs, on sort tous contents que le chômage... Mais de répéter à longueur de temps d'interview le chômage, parce que c'est pas simplement la courbe du chômage, c'est une phrase un peu abstraite. La réalité, j'ai posé la question, c'est bien la baisse
du chômage dont on nous parle, sans nous dire quelle catégorie, mais enfin on ne va pas rentrer dans la technique, nous dire que la reprise est là, que la crise est derrière nous, etc., etc., ce sont des choses qui, avec les mois passants, si ça ne se voit pas, si ça ne se réalise pas, lui porteront, à mon sens, pari risqué, oui, c'est un pari. C'est un pari pascalien. C'est un pari pascalien et c'est un pari extrêmement risqué. Hervé Baudry, François Hollande en gravité. C'est la pesanteur, cherche la reprise. Ouais. Est-ce qu'il va raccrocher à la navette reprise? Ça, on ne sait pas Gravity encore. qui sort ce soir en salle. Qui sort ce soir en salle, tout à fait. Avec Georges Clooney, Sandra Bullock. Je savais que ça ne laissait pas indifférent, Georges Clooney. Je savais que vous, à Sandra Bullock, non, enfin bon, parenthèse refermée. Oui, Jean-Sébastien Ferjou. Non, mais je crois qu'il y a quelque chose au-delà de l'erreur de diagnostic qui est faite sur la nature de la crise et la profondeur de la crise, qui est aussi, on ne regarde pas ce que les États-Unis ont fait, on ne regarde pas ce que le Japon est en train de faire, malgré tout, au Japon qui était en crise depuis plus de 20 ans, à croissance zéro, avec un taux d'endettement qui dépasse de très loin le nôtre. Premier trimestre, 4,2 de croissance, deuxième trimestre, 3,9% de croissance, parce qu'ils ont mené une politique monétaire différente, qui n'est pas sans risque, tout le monde en est bien conscient. Mais ne serait-ce que ça, la nouvelle théorie économique, ce qui est en train d'émerger dans les universités aux États-Unis et un peu ailleurs en Europe, François Hollande et du reste les politiques français, parce que c'était le cas aussi sous le quinquennat précédent, l'ignorent totalement. Ils ont des les œillères, Anglais, ils voient pas ce qui se passe à l'étranger. les Anglais sont allés, non, manifestement ils ne le voient pas. Les Anglais sont allés chercher le gouverneur central de la Banque du Canada qui vient de nommer à la tête de la Banque centrale à Londres, parce qu'il a permis au Canada, qui a vécu a priori la même crise que nous. Bien sûr, le Canada a du pétrole, il a une démographie, c'est pas exactement les mêmes circonstances, mais enfin, il est passé à travers la crise depuis 2008 comme si de rien n'était. Comme si de rien n'était, et qu'on ne se pose pas la question, que les politiques français ne fassent pas ce travail quand même un minimum intellectuel de se dire mais quand même les choses évoluent de la même manière. Les enquêtes qu'on voit maintenant, enfin les études qu'on voit maintenant sur la mondialisation, il y a des choses qu'on voit avec un peu plus de clarté. Quand François Hollande va à Florence l'autre jour, qu'on nous explique que c'est du courage politique mais qui n'a pas un mot sur la mondialisation et sur les enjeux de la mondialisation pour l'industrie française, alors qu'on le voit, ça a pesé sur le salaire des travailleurs les moins qualifiés des pays développés, c'est un risque politique qui est quand même François Hollande ne parle lourd. pas de mondialisation, mais il parle de ces outils, de ces mesures. Il en fait la promotion, justement. On va justement regarder ce qui marche, ce qui ne marche pas et ce qui marche moins. Parmi tous ces outils, toutes ces mesures du gouvernement, il y a les contrats de génération, on va en parler Jean-Luc Gombault, et les emplois aidés. On fait le point avec Mounir Soucy, on en parle juste après. Dans la course aux contrats aidés, certains ont pris une longueur d'avance. Sur la première marche du podium, les emplois d'avenir. Le dispositif atteint son rythme de croisière. Aujourd'hui, 70 000 contrats ont déjà été signés et l'objectif de 100 000 devrait être atteint avant la fin de l'année. Destinés en priorité aux jeunes sans diplôme, 90% des recrues évolueront dans des collectivités locales et des associations. Pendant sa campagne, François Hollande espérait aussi réduire le chômage des jeunes et des seniors avec une mesure. L'intérim et le CDD sont désormais la seule condition pour les moins de 25 ans, voire même les moins de 30 ans, pour entrer sur le marché du travail. D'où mon idée du contrat de génération. Belle idée. Mais l'un des engagements phares du président souffre d'un retard à l'allumage. Seulement 11 000 contrats de génération signés depuis mars sur les 75 000 attendus en 2013. Un chiffre décevant car les négociations entre syndicats et grandes entreprises patinent. La vérité, c'est que ça marche extrêmement bien dans les petites entreprises. Moins de 20, 10 salariés. Entrés cet été dans la bataille pour inverser la courbe du chômage, les emplois francs s'adressent aux jeunes de moins de 30 ans vivant dans des quartiers sensibles. 41 villes sont concernées. Le gouvernement espère en créer 15 000 sur le quinquennat, alors que dans le même temps, 150 000 jeunes sortent du système scolaire sans diplôme chaque année. Une hémorragie que les contrats aidés vont avoir bien du mal à stopper. Jean-Luc Gombault, justement, dans cette caisse à outils, il y a les emplois aidés qui vont favoriser probablement un ralentissement, en tous les cas, de la courbe du chômage. Sans doute. Moi, je pense que c'est une bonne idée, les contrats aidés, les contrats d'avenir, que les impôts des gens servent à trouver du travail pour leurs gosses, même si on sait que c'est temporaire, même si on sait que ça coûte cher. Je pense que c'est une bonne chose. Mais c'est un palliatif. Le problème, c'est de retrouver de la croissance. Alors évidemment, il nous dit la reprise est là. Mais en fait, quand la reprise n'est pas là, mais il y a quelques indicateurs qui sont positifs pourtant. Il y a effectivement une petite reprise dans la zone euro, la consommation, en Allemagne et en Espagne aujourd'hui même qui sort de la récession. Il y a la consommation qui tient le coup, les exportations se portent pas si mal. Une reprise, il y a des signes. Le dernier chiffre partiel qu'on a sur la consommation des ménages français, elle est en train de baisser. La production industrielle, ça baisse. Alors il y a des effets conjoncturels parce qu'il va y avoir la fin de
va y avoir la hausse de la TVA, donc il risque d'y avoir effectivement des dépenses d'aubaine d'ici la fin de l'année. Il y a le malus écologique qui va apparaître, donc on peut imaginer que ça ait un impact sur les ventes de voitures. Enfin, il y a différents comme ça facteurs qui font que sur la fin de l'année, on peut avoir l'illusion d'une forme de reprise. Mais malheureusement, ça bien sûr, mais le problème, c'est de savoir ce que c'est qu'une reprise. Voilà, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un décollage et un auto-entretien de la croissance. Je voudrais dire simplement une chose. À la fin de l'année, on aura retrouvé le niveau de l'année 2008. C'est-à-dire on aura mis 5 ans pour retrouver une... Dans la précédente récession, 5 ans après la récession, on était 15% au-dessus du point de départ. Donc on voit que là, on est devant une situation très particulière et très lourde. Et effectivement, ça ne peut pas se résoudre par des emplois aidés et des emplois d'avenir qui sont tout à fait positifs, mais qui ne peuvent pas constituer une solution quelconque. En tout cas, Hervé Baudry nous le dit, le contrat de génération a été rejeté au Sénat. Je vais me faire des copains, là. Ça va pas, non. Claude Veil, vous avez parlé, Jean-Sébastien Ferjou, d'illusion. En réalité, les Français, qu'elle s'inverse ou pas la courbe du chômage, ce qu'ils veulent, ce qu'ils souhaitent, j'imagine, c'est que ce soit crédible, solide, pérenne, que ce soit vécu par eux. Parce que statistiquement... Ils ne le vivront que quand leur gosse trouvera un emploi. La question est là, il y a 3 familles sur 4 ont un enfant au chômage. Un quart des familles ont un enfant au chômage ou plusieurs enfants au chômage. Je pense qu'il faut que les socialistes maintenant aillent jusqu'au bout de la mue que j'évoquais tout à l'heure. Et je pense que la question centrale, c'est d'orienter l'épargne des Français vers le financement des entreprises. L'entreprise française est sous-capitalisée. Mais je le pense profondément. Et je pense que c'est dans cette direction qu'il faut aller. Je pense, et c'est dans cette direction-là que devrait être conçue, pensée la politique fiscale. Je suis bien obligé de voir que ce n'est pas toujours le cas. Et parce que la priorité absolue, c'est de redonner de l'oxygène à ce truc épouvantable, détestable, ce lieu d'exploitation horrible qui s'appelle l'entreprise, qui a tous les défauts du monde, sauf une qualité, c'est que c'est là qu'on crée de la richesse et de l'emploi. Voilà. Justement, pour aller dans le sens de ce que vous dites, effectivement, l'objectif, il est bon. Simplement, même quand ils essaient de le faire, parce que peut-être y a-t-il, on en vient à se poser la question, un problème de compétences techniques, les mesures qui ont été choisies sur les PEA, en disant on va essayer d'orienter l'épargne des Français, des PEA, vers les PME. Mais enfin, qui, petit épargnant, sachant que c'est un placement risqué, va mettre son épargne dans un PEA qui risque de se casser la figure le lendemain? Personne. Qui est au droit de la fiscalité. Exactement. Alors, en plus de ça, avec des signaux contradictoires sur la fiscalité, juste sur le livret de développement durable, dont on a doublé le plafond, même chose, ça oriente l'épargne. En plus de ça, ça l'oriente vers les PME qui sont les moins rentables, pour le peu de gens qui l'ont fait. Donc il y a un problème technique. Oui, Jean-Louis. Simplement. Dernier mot sur ce sujet. Dernier mot, c'est quand même, des mesures ont été prises quand même. Vous prenez le contrat de flexi-sécurité qui est entré en vigueur à partir du 1er juillet. Ce qui se passe chez Goodyear, on va pouvoir reprendre, évidemment, qu'une personne sur 4 n'est possible que parce qu'il y a ce contrat de flexi-sécurité. Ce qui va se passer chez PSA, sur le nouveau contrat, là aussi, ce n'est possible que grâce au contrat de flexi-sécurité. Donc là, on a quand même des changements structurels qui vont quand même dans un sens... Alors messieurs, je voudrais qu'on parle... Juste un mot, même si c'est timide, même si c'est lent, même si ça mettra du temps à produire ses effets, les 2 réformes qui ont été évoquées par Jean-Louis, c'est-à-dire la réforme du Code du travail et la création du crédit impôt compétitivité sont les seules mesures sérieuses qui ont été prises depuis des années en France pour promouvoir dans l'hémicycle de l'Assemblée entre le ministre de l'Intérieur Manuel Valls et le Premier ministre. On le commentera tout à l'heure. Regardez. Sur ces dossiers que vous connaissez bien, nous devons, me semble-t-il, chacun à notre place, vous voyez bien qu'on n'est pas fâché. Et que je travaille avec plaisir sous l'autorité du Premier ministre. Revenons au sujet. Allez. Voilà, c'est rare de voir le gouvernement, ce ministre et le Premier ministre applaudis aussi par les bancs de l'opposition. Vous croyez que c'est un applaudissement? Oui, vous l'avez trouvé timide. Je l'ai trouvé sarcastique surtout. Plutôt sympathique. Oui, moi, ça me rappelle cette espèce de trio à la tête de l'État français entre Hollande, Ayrault et Valls finalement, là où d'habitude il y a plutôt le président et le Premier ministre, l'époque où il y avait Chirac, Raffarin et Sarkozy. Sauf qu'on était sur la fin de Chirac et que là, l'inconnu, c'est qu'il y a quand même encore, a priori, un peu de temps avant que François Hollande ne renonce. Jean-Louis? Non, c'est simplement
on n'aurait pas pu imaginer un meilleur scénario parce qu'il rentre dans l'hémicycle à un moment précis où il dit chacun à sa place. Ça, c'est pile poil, comme aurait dit Jacques Chirac. Voilà. Hervé Baudry, tout va bien? Tout va bien, oui. On arrive à la fin de l'émission, vous voulez rajouter... Déjà, ça va trop vite, ça passe trop vite. On peut rester après, vous pouvez dessiner toute la nuit. Non, mais il n'y a pas de souci, je voulais simplement... oui, on peut faire ça. Non, mais je voulais parler un petit peu de Leonarda, donc j'avais éventuellement un petit dessin, mais j'ai pas eu le temps d'écrire le texte. Allez-y. En disant, elle regarde un petit peu ce qui se passe en France, elle dit, décidément, j'aurais laissé un sacré souvenir en France. Ça c'est sûr, on a un sacré souvenir de Leonarda et peut-être qu'on va encore en parler d'elle dans quelques temps, à voir. Merci beaucoup d'avoir été nos invités, messieurs. On arrive à la fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Tout de suite, c'est l'émission Déshabillons-les, présentée par Hélène Risser. Belle et douce nuit à vous, à demain, avec plaisir.